Il est en train de partir, hein. Bien. Ça y est. Bien, je propose de commencer alors notre rencontre de ce soir. Je salue tous les présents ici sur Zoom, ainsi que tous ceux qui nous regardent sur Facebook et ceux qui verront la rencontre après sur YouTube. Alors ce soir, on a décidé de revenir sur un thème qui, à mon avis, malheureusement, est un peu sorti de l'actualité. Je veux parler de la guerre qui se passe maintenant actuellement en Ukraine. C'est comme si on avait tous été frappés par ce qui a commencé, voilà, maintenant presque 1 an et demi. Et maintenant, on commence à s'habituer. Je pense que beaucoup d'entre nous, nous sommes en train de faire ce que nous ne voulions pas faire durant la pandémie, c'est-à-dire est à commencer justement parce que nous ne voulions pas que notre horizon se restreigne, soit seulement seulement la dimension de notre maison, de notre appartement. Donc, la soirée de ce soir a été pensée pour essayer d'approfondir certaines questions et comprendre un petit peu mieux, surtout, on va dire, les raisons qui ont poussé la Russie à commencer cette guerre. Alors, pour nous aider, nous avons avec nous le professeur Adriano Dell'Asta, qui est philosophe et professeur de langue et de culture, de littérature russe à l'université de Brescia, dans le nord de l'Italie. Mais c'est surtout un spécialiste de la philosophie religieuse russe du 19e et du 20e siècle. Il connaît très bien la réalité russe puisqu'il a été directeur du Centre italien de culture pendant 4 ans à Moscou. Et il est aussi vice-président de la Fondation Russia Cristiana. Et il collabore aussi, il est membre du comité scientifique de la revue La Nouvelle Europe, la Nuova Europa, qui donne une information toujours très intéressante et probablement à contre-courant de ce qu'on lit, parce que c'est une information qui est précieuse, précieuse, et qui essaie d'aller à la racine des choses. Et surtout, Adriano vient de publier maintenant un livre chez les éditions Morcelliana, qui est La paix russe. Alors, ce sera à l'envers, je pense, La paix russe, la théologie politique de Poutine. Et justement, il joue sur ce mot paix russe, mais ça, on en parlera plus tard, parce que le mot mir en russe signifie à la fois paix et à la fois monde. Et c'est un argument qui est très important dans son livre. Nous allons essayer de comprendre ensemble un petit peu de quoi il s'agit. Comme d'habitude, je vais poser certaines questions à Adriano et ensuite les micros seront ouverts pour que vous puissiez poser vos questions. Alors, je voudrais commencer un peu par une question. Adriano, merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Bonsoir à tous les amis. Bonsoir. Et je voudrais commencer par une question de méthode, en fait, parce que vous avez aussi publié, voilà quelques années, un livre qui s'intitulait « La lutte pour la réalité ». Et en fait, toute propagande cherche un peu à imposer sa vision des choses, souvent lointaine de la réalité. Alors, la tendance que nous avons, nous, aujourd'hui, c'est de dire, vu qu'on n'y comprend rien, on ne cherche même plus à s'informer, à comprendre les choses, parce que la réalité est trop complexe. On ment à droite, on ment à gauche. Alors, la question que je voudrais vous poser, qu'est-ce qui peut nous aider à faire la part des choses ? Est-il possible vraiment de connaître la réalité ou bien nous sommes condamnés à vivre dans des réalités partielles ? Merci Jean, bonsoir à toi encore. Bon, certes, je pense qu'on ne peut pas prétendre tout savoir, mais il y a une différence radicale entre, d'une part, prétendre tout savoir, prétendre, si l'on peut dire, détenir la vérité, et d'autre part, dire qu'on ne sait rien, qu'on n'a aucune certitude et qu'il n'y a pas de vérité. Bon, si on pensait vraiment comme cela, on ne vivrait pas un seul instant. On ne boirait même pas son café le matin. Bon, et qui nous dit qu'on n'y a pas mis du poison dans les cafés? Bon, si nous le buvons, c'est parce que nous faisons confiance aux témoins qui nous disent qu'il n'est pas empoisonné et parce que nous avons vérifié
que ce sont des témoins fiables. Donc, pas de prétention à tout savoir, mais pas non plus l'aptitude sceptique de ceux qui disent qu'il n'y a pas de vérité, qu'on ne peut croire personne et que rien n'est sûr. Donc, la première chose, c'est qu'il faut des témoins, et la deuxième, qu'il faut reprendre contact avec la réalité, c'est-à-dire la vérifier, ce qui implique l'utilisation conjointe de la raison et du cœur. Une lutte pour la réalité et la vérité. Bon, une réalité et une vérité que nous ne créons pas, mais qui existent et doivent être vérifiées comme nous le faisons à chaque instant. Bon, c'est le travail, je pense, de chaque jour et aussi c'est le travail de ce soir. Merci beaucoup. Je pense que cette méthode est très intéressante et on va essayer de l'appliquer un petit peu pour comprendre justement la situation en Russie et en Ukraine. Alors, essayons maintenant de comprendre un petit peu les motivations qui justifient l'attaque de la Russie à l'Ukraine. Alors, je pense que c'est une question très vaste et très complexe, et donc je la divise un peu en différentes parties. Donc, on essaye de comprendre qu'est-ce qui justifie d'un point de vue russe l'attaque à l'Ukraine. Alors, avant tout, dans votre livre, vous parlez de ce Russki Mir. Alors, qu'est-ce que c'est que ce Russki Mir? Bon, nous pouvons commencer donc avec la définition de la doctrine de Russki Mir, c'est-à-dire le monde russe ou, si vous voulez, la paix russe. Le Russki Mir est l'idée par laquelle on tente de définir qui fait partie du monde russe et donc qui doit être défendu par la Russie. Par exemple, par une intervention militaire, comme c'est le cas en Ukraine. Par conséquent, comme l'indique la définition du Russki Mir, c'est ceux qui, je cite, c'est la définition officielle, ceux qui appartiennent, ceux qui ne sont pas seulement des citoyennes d'ethnie russe, c'est-à-dire en russe «ruskie», ou des citoyennetés russes, en russe «rossianie». Ils ne sont pas simplement encore, c'est la définition, ils ne sont pas simplement nos compatriotes dans les pays étrangers proches et lointains. Donc, le Russki Mir, poursuit la définition, comprend encore, comprend les émigrants, les exilés de Russie et leurs descendants. C'est incroyable, mais c'est la définition, on dit comme ça. Et puis encore, les citoyennes étrangers qui parlent le russe, c'est-à-dire moi et Jean, qui étudient cette langue ou l'enseignent, et tous ceux qui s'intéressent sincèrement à la Russie et se préoccupent de son avenir. Bon, c'est la définition. Cette théorie, donc, vient à affirmer l'existence d'une sphère ou d'une civilisation russe transnationale qu'on peut appeler la Sainte Russie ou Sainte Russe, qui comprend non seulement la Russie, l'Ukraine, le Bélarus, certaines fois on dit aussi le Moldova, le Kazakhstan, etc., mais comprend aussi les Russes ethniques et les russophones du monde entier. Cette doctrine affirme que ce monde russe a un centre politique commun, Moscou, un centre spirituel commun, Kiev en tant que mère de toute la Russie, une seule langue commune, le russe, une église commune, l'église orthodoxe russe du patriarcat de Moscou, et un patriarche commun, c'est-à-dire le patriarche de Moscou, Kirill.
qui travaille en symphonie avec un président national commun, c'est-à-dire Poutine, pour gouverner le monde russe et préserver, je cite encore, une spiritualité, une moralité et une culture commune et distinctive. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Le problème de cette définition, de cette idée, est que toute cette construction, une seule civilisation russe, avec une seule langue, une seule centre politique, une seule église, bon, toute cette construction n'existe pas. Et pour affirmer son existence, elle doit s'emparer de la réalité existante et la dominer, jusqu'à la nier, avec un caractère impérialiste que l'on voit parfaitement à l'œuvre dans la guerre que la Russie a déclenchée contre l'Ukraine. Une guerre où l'on cherche précisément à éliminer tout ce qui s'oppose à ce fantasme de Ruski Mir, ajoutant ainsi au caractère impérialiste le cachet totalitaire de la négation de la réalité. Alors, parce que je dis que c'est seulement un fantasme, une construction totalitaire idéale, tout à fait inventée. D'abord, parce que l'Ukraine n'est pas la Russie. L'Ukraine est un pays indépendant avec sa propre histoire pluriséculaire. On peut jouer un petit peu et dire que Moscou n'existait pas encore quand les principautés de Kiev entretenaient déjà des relations avec les grands royaumes d'Europe. Après l'invasion des Tatars et leur expulsion, il y a une nouvelle Ukraine qui se reconstruit et doit affronter le Grand-Duché de Pologne-Lituanie et la nouvelle Russie de la dynastie des Romanov. Donc, c'est une longue histoire. Une deuxième chose, l'ukrainien est une langue tout à fait différente du russe. Plus différent que ne le sont, par exemple, le français et l'italien. Il s'agit d'une langue avec sa propre dignité, son histoire littéraire, ses auteurs, etc. Encore, l'Ukraine a subi un certain nombre de violences de la part de Moscou. En premier lieu, Holodomor, c'est-à-dire la grande famine provoquée par la politique du Parti communiste qui a fait pas moins de 4 millions de morts dans la seule Ukraine au début des années 30. Encore, on dit toujours comme justification de l'invasion, de la guerre, que l'Ukraine, il faudrait la démilitariser. Bon, l'Ukraine n'avait pas besoin d'être démilitarisée parce qu'en 1994, avec les mémorandums de Budapest, l'Ukraine avait remis toutes ses armes nucléaires à la Russie, les armes nucléaires qui étaient là-bas et qui étaient de l'Union soviétique, avait remis toutes ses armes nucléaires en échange, il faut le dire, en échange d'un engagement à respecter les frontières existantes à l'époque. Donc, aussi cette raison n'existe pas. Enfin, la dernière justification, que c'est la plus terrible pour moi, l'Ukraine n'est pas un pays fasciste. Lors des élections de 2014, les partisans de la droite avaient 9 députés sur 450. 6 pour les partis Svoboda et 3 pour les partis d'extrême droite, Pravi Sektor. Lors des élections suivantes, en 2019,
au lieu d'augmenter, après l'agression de la Crimée et tous les déclenchements de la guerre dans les Donbass, hein, les 9 députés avaient diminué. Pravi Sector avait tout simplement disparu. Et Svoboda n'avait réussi à faire élire qu'un seul député. Vous voyez, hein, vous pouvez regarder, parce que je dis que la doctrine de Ruximir, tout simplement, nie la réalité et revêt d'emblée un caractère agressif, impérialiste et totalitaire, avec cette négation de la réalité. En plus, on pourrait dire quelque chose encore, parce que l'idée de Ruskimir n'est pas seulement une théorie politique, a aussi la présomption d'être une théorie dans une certaine mesure religieuse. Et le patriarche Kirill a utilisé le nom métaphysique. Bon, en plus de nier la réalité, c'est-à-dire la différence entre les différentes nations, cette doctrine est utilisée par l'Église orthodoxe comme justification de l'opposition à l'Occident, justification à la guerre, présentée comme, je cite, une mission pour assurer l'avenir de la Russie. Bon, cette idée, lorsqu'elle a la prétention de devenir une idée religieuse, a un caractère hérétique. Hérétique, oui. Le nom de cette hérésie a été explicitement prononcé pour la première fois par un groupe de théologiens orthodoxes. Je ne parle pas ici comme catholique, mais utilisant des définitions, des idées qui nous ont été proposées par des théologiens orthodoxes. Quelle est cette hérésie? C'est l'hérésie de l'ethnophilétisme ou philétisme. Une hérésie que l'Église orthodoxe... Regardez le nez. Alors? Oui. Tu n'as pas reçu le lien? Tu n'as pas reçu? Tu dois couper ton micro, Marie-Michel. Désolée, c'est super. Alors, cette hérésie, le philétisme ou ethnophilétisme, a été condamné par l'Église orthodoxe en 1872 et consiste, c'est la définition, dans l'exaltation exclusive et orgueilleuse de la différence des races et des différences nationales au sein de l'Église du Christ. Donc, pour dire dans une manière plus simple, elle réduit l'Église à un attribut de la nation, un département de l'État, un organisme de l'État, et la rend, dans cette manière, dépendante de l'État. On peut dire encore, le chrétien n'est plus défini par son appartenance et sa fidélité au Christ, et donc par son caractère de personne, d'être créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc d'être irréductible, d'être doté par la nature des droits que personne ne peut lui enlever. Non, le chrétien est défini par son appartenance et sa fidélité à l'État, qui peut donc lui enlever tous les droits quand il le veut. Alors, parler encore de défendre le monde russe comme un monde chrétien est dans ce cas une pure dérision. Ici manque le cœur du christianisme,
c'est-à-dire le respect de la personne, de sa dignité, de sa liberté, de sa irrépétibilité, irréducibilité. Bon. Mais ce que vous nous dites là, je vais employer un mot très fort, hein, mais c'est une doctrine qui est à la limite du fascisme, parce Oui. que c'est une doctrine qui par exemple, quelqu'un qui serait fasciné, par exemple, par la Russie, devrait entrer dans ce monde, dans cette culture, enfin, et tous ceux qui n'y acceptent pas sont exclus. Enfin, ça devient très fasciste, ça devient très Oui, c'est différence ça. raciale. C'est Okay. l'idée qui a appliqué à partir de 2012 à toutes les personnes, à tous les gens qui ont été définis comme inestranei agenti. Agents étrangers. Agents étrangers. C'est-à-dire ceux qui ne suivent pas la doctrine officielle de l'État. Vous savez, en Russie, maintenant, il y a un livre unique pour enseigner l'histoire, etc. C'est incroyable. Hein? OK, continuons un petit peu. Vous avez parlé maintenant de cette spiritualité qui caractérise le monde russe et vous avez déjà un petit peu répondu en fait, mais peut-être je précise la question, qui s'oppose justement à l'Occident. Et justement, voilà quelques jours, on me disait que la société russe est une société où n'existait pas l'avortement. Donc, parce que la Russie justement cherche à défendre les valeurs chrétiennes face aux attaques de cette nouvelle morale libérale permissive. Alors, la situation est vraiment comme ça en Russie? C'est incroyable. Tout d'abord, il faut dire que l'avortement existe en Russie autant et plus que dans n'importe quel autre pays du monde. Hein. En effet, l'Union soviétique a été l'un des premiers pays à légaliser l'avortement et il y a toujours été maintenu, à l'exception d'une brève période sous Staline. Mais bon, Staline ne défendait pas les valeurs chrétiennes. Encore, l'avortement est garanti aujourd'hui, beaucoup plus, par exemple, qu'aux États-Unis. Alors, l'idée selon laquelle la Russie défend les valeurs familiales chrétiennes bien plus que l'Occident relève tout simplement de la propagande, la plus grossière. Il y a, par exemple, une loi récente qui a dépénalisé la violence domestique à l'encontre des épouses et des enfants. La position de rejet de la communauté LGBT n'est certainement pas due à une quelconque morale chrétienne. Il ne faut pas dire des choses fausses. Hein. Et cette idée du rejet de LGBT dépend du culte du pouvoir masculin. Excusez-moi, mais il y a quelque temps, par exemple, Poutine s'est félicité, excusez-moi, de la puissance sexuelle affichée par l'ancien président israélien Moshe Katsav, qui était accusé de viol. Lors de la conférence de presse, c'est intéressant pour vous, hein, de la conférence de presse du 7 février 2022 devant Macron, lorsqu'un journaliste disait que Zelensky n'aimait pas les accords de Minsk, Poutine a répondu en citant cette maxime. Que oui ou non, cela te plaise, à toi de le supporter, ma belle. Bon, vous pouvez me demander, mais qu'y a-t-il de mal à cela, hein? Bon, pour un Français ou un Italien, peut-être rien. Mais pour un Russe ou un Ukrainien, en tout cas, pour ceux qui connaissent bien les Russes, cette réponse rappelle un couplet satirique, scabreux. Excusez-moi, je vous dis cet couplet. Dans la tombe d'or, ma belle, je m'incline, je te baise, que oui ou non cela te plaise,
À toi de le supporter, ma belle. Bon, c'est ça, c'est cet homme qui va défendre la dignité, l'honneur du christianisme. Encore, ce n'est pas seulement Poutine qui fait des choses comme ça. Le 3 mars 2022, au cours d'une autre conférence de presse, encore les Français, M. Lavrov, qui menaçait une attaque atomique, c'est l'habitude, a répondu à son alter ego français, Jean-Louis Le Drian, qui lui rappelait, bon, aussi la France possède l'arme nucléaire. Bon, la réponse de M. Lavrov a été cette réponse. Oh, les coqs. Et, si l'on peut dire, le symbole national des Français. Les Français font souvent les coqs. Qu'est-ce que c'est ça? Un pic bénigne? Non, il faut être encore attentif à la langue russe. Dans l'argot des camps, que Lavrov utilise régulièrement, coq désigne un homo passif, ce que l'on pourrait traduire par PD. Il serait reproché donc aux Français de pédouser. Or, dans ce monde des camps soviétiques et russes, un prisonnier qui est considéré comme un coq et qui fait les coqs se voit aussitôt réduit en esclavage. Je pourrais continuer ainsi longtemps. Mais revenons à l'avortement. Si l'avortement était un jour interdit, ce ne serait certainement pas par respect de la vie humaine, mais pour donner plus d'enfants à la patrie, à l'armée. C'est une vieille histoire qui, en Italie, avec le fascisme, nous connaissons très bien. Il faut donner des fils à la patrie. Et encore, le respect de l'individu. Il y a quelques années, à propos du fascisme, après la manifestation de Maïdan en Ukraine, c'est-à-dire il était le 2014, lors du grand défilé de la victoire du 9 mai, le groupe qui ouvrait la partie non militaire du défilé était un groupe ouvertement soutenu par Poutine, c'est-à-dire les Nachnie Volki, les loups de la nuit, qui portait une grande banderole qui disait « Nous ne serons jamais des Maïdan ». Il jouait naturellement avec Maïdan et Maïdan. Bon, à vous de juger s'il s'agit vraiment d'une défense des valeurs chrétiennes ou, comme disait avant Jean, du pur fascisme. Merci. Alors, essayons de comprendre maintenant un petit peu quel est le rôle de l'Église orthodoxe dans cette idéologie du Ruski Mir et dans cette guerre. Est-ce que tous les membres de l'Église soutiennent vraiment cette opération militaire? Alors, comme je dis, en parlant de la doctrine de Ruski Mir, l'Église orthodoxe, au niveau public, dans les déclarations officielles, soutient la guerre. Et même, chose incroyable, il y a une révalorisation de Staline qui caractérise la doctrine officielle de l'État. Au mieux, l'Église, beaucoup de personnes de l'Église arrivent à reconnaître, oui, que Staline s'est rendu coupable de grands crimes, d'accord, mais il a, on dit comme ça, il a fait la grandeur de la Russie. Bon, dans la surface, c'est comme ça. En réalité, je peux dire que la situation n'est pas si simple. Il y a de nombreux prêtres et des laïcs qui sont clairement opposés à ce que fait l'État. Ils le disent comme ils peuvent, en tenant compte des répressions, des dénonciations, mais en essayant d'indiquer en tout cas une voie différente de la guerre, en priant
par exemple, non pour la victoire, mais pour la paix. Et ici, il y a la répression. Un prêtre de Moscou a récemment été suspendu à Divinis parce qu'il a prié non pas pour la victoire, mais pour la paix. Il y a des autres qui cherchent d'expliquer que les positions officielles ne sont pas théologiquement acceptables, etc. Mais cela ne doit pas, en tout cas, nous permettre de juger trop hâtivement. Dans ce cas, quand on me pose ces questions, je me demande toujours ce que je ferais à leur place. Et surtout, j'essaie d'explorer les raisons d'une position différente. Une position qui existe même si elle n'est pas majoritaire. Et qui non seulement existe, mais a le courage, parce qu'ici, il faut du courage. Hein? C'est pas si simple. Hein? Il faut le courage de se manifester, par exemple, comme l'ont fait quelques centaines de prêtres dans les mois de mars dernier. Au lieu d'accepter la justification de la haine et de la division, ils ont rendu public un appel qui s'ouvre sur la même passion pour l'humain qu'en Occident, nous pouvons entendre, par exemple, dans les appels à la paix du pape François, et qui se termine, cet appel, non pas pour l'aveu inconsolable de l'impuissance humaine à prendre de bonnes mesures, mais par l'indication d'une voie concrète à suivre. Je vous lis cet appel. En attendant le dimanche du pardon, rappelons-nous que les portes du paradis sont ouvertes à tous, même à ceux qui ont gravement péché, s'ils demandent pardon à ceux qu'ils ont humiliés, insultés, méprisés, à ceux qui ont été tués de leur main ou sur leur ordre. Il n'y a pas d'autre voie que celle du pardon et de la réconciliation. Peut-être du pardon et de la réconciliation, non seulement avec ceux qui défendent la guerre, mais aussi, je peux joindre, ou du moins, avec ceux qui n'ont pas le courage de s'y opposer. En tout cas, il y a des gens qui s'opposent, mais nous devons comprendre que c'est très difficile. Ce que maintenant vous citiez, justement, me rappelle très fort ce que l'archevêque Paolo Pezzi à Moscou, l'archevêque catholique, continue à répéter. Il continue à parler de la miséricorde et du pardon, en fait. Et donc, ça montre bien, j'ai beaucoup cette idée que la division n'est plus entre catholiques et orthodoxes, mais dans ce sens, est pour qui, on va dire, est pour le pardon et la miséricorde, et qui est pour la vengeance. Donc, c'est encore une fois cette ligne qui est transversale, qui ne divise pas les confessions, mais qui divise vraiment le cœur de l'homme, comme dirait Solzhenitsyn. C'est ça, la division est dans le cœur de l'homme. Et nous devons travailler avant tout sur le cœur des hommes. Vous citiez maintenant le pape Jean-Paul II, pardon, le pape François, justement, qui a déclaré que l'OTAN avait aboyé aux portes de la Russie. Cela veut dire que le pape François cherche à justifier, à donner une justification à l'attaque russe? D'accord. Alors, je peux commencer avec une taquinerie. Le chien qui aboie ne morde pas. En tout cas, je pense qu'il faut lire le pape dans son intégralité. Il a émis des doutes très forts sur le comportement de l'OTAN, mais il n'a jamais mis sur le même plan l'agresseur et l'agressé, qui ont des noms précis, des noms qui ont été cités à plusieurs reprises, en soulignant les responsabilités et les fautes de Poutine,
et les responsabilités et les fautes du patriarche Kirill, qui a accepté de devenir, ce sont les mots qu'a utilisé le pape François, un garçon de cœur de Poutine, et qui est arrivé à justifier une guerre à propos de laquelle le pape a exprimé sa condamnation, la qualifiant d'agression violente pour laquelle, ce sont les mots du pape François, il n'y a pas de justification. Donc, nous pouvons dire, je connais, il y a des gens qui disent que, bon, Poutine n'a pas raison, mais il a des raisons. Non, c'est pas comme ça. Hein? Il y a un agresseur et il y a un agressé. Toutefois, il faut, je dis, lire le pape jusqu'au fond. Cela ne signifie pas qu'il faille diviser le monde en bon et mauvais, selon ce que le pape a appelé la dialectique du petit chaperon rouge. Mais alors, cela revient-il à reproposer une sorte de relativisme, hein, où tout se vaut et où personne n'est responsable de rien, où on doit dire, bon, il a fait comme ça, mais bon, il avait des raisons, etc. Il ne faut pas l'humilier, comme c'est un terme qu'on a utilisé. Bon, j'aurais peut-être des doutes si je n'avais pas lu beaucoup de fois un passage de Solzhenitsyn dans l'archipel du Goulag. Bon, vous savez, l'archipel du Goulag est une des condamnations les plus absolues qui ait jamais été prononcée contre le système soviétique. Il n'y a pas de relativisme. Mais je voudrais lire avec vous ce passage qui se trouve dans l'archipel du Goulag. Fermez les livres à ce stade si vous attendez à un acte d'accusation politique. Si seulement c'était aussi simple, s'il y avait des hommes noirs d'un côté qui complotaient des actions noires et s'il suffisait de les distinguer des autres et de les détruire. Mais, continue Solzhenitsyn, la frontière entre le bien et le mal traverse le cœur de chaque homme. Qui peut détruire un morceau de son cœur? Au cours de la vie d'un cœur, cette ligne se déplace. Tantôt rétrécie par un mal joyeux, tantôt laissant la place au bien pour s'y épanouir. Le même homme devient dans ces différents âges, dans les différentes situations de la vie, une personne complètement différente. Tantôt il est proche du diable, tantôt il est proche du saint. Mais son nom ne change pas et nous lui attribuons tout. Socrate nous a dit, connais-toi toi-même, et nous restons bouche bée devant la fosse dans laquelle nous étions là pour pousser nos offenseurs. C'est par hasard que les bourreaux ne sont pas nous, mais eux. Bon, c'est Solzhenitsyn. Donc, tout dépend de ce que Solzhenitsyn appelle le hasard. Peut-être il vaudrait mieux appeler la liberté. Pas hasard, mais liberté. En tout cas, dans la grande littérature russe, selon Pushkin, le hasard est la main de Dieu qui nous libère des lois de fer de l'algèbre. Bon, mais hasard ou liberté, je pense que l'essence est en tout cas claire. Un jugement peut et doit être prononcé.
l'agresseur est agresseur et l'agressé est agressé. Sans que cela, c'est ce que nous dit Solzhenitsyn, sans que cela ne nous fasse croire que nous pouvons nous affranchir de notre responsabilité devant la réalité et la vérité. Ok. Et donc, justement, sur cette responsabilité et cette recherche de liberté, de vérité, on a parfois un peu l'impression d'ici, d'Occident, qu'en Russie, il n'y a pas d'opposition à la guerre, qu'il y a comme un bloc uni. Et souvent, on l'entend aussi de la part de beaucoup d'Ukrainiens qui condamnent la Russie, tous les Russes, tout le peuple russe. Alors vraiment, est-ce qu'on peut dire que tout le peuple russe est uni derrière son leader? Alors, il y a quelques jours, on a posé une question similaire à l'épouse de Vladimir Karamurza. Qui est Vladimir Karamurza? Un dissident qui a survécu à 2 empoisonnements, l'un en 2015 et l'autre en 2017. Un petit peu comme ce qui est arrivé à Navalny. Puis, tout récemment, comme Navalny, Vladimir Karamurza est rentré dans la Russie, a été arrêté et condamné. Condamné pas à 2 jours, pas à une amende, mais non, à 25 ans de prison. 25 ans de prison pour haute trahison. Alors, lorsqu'on a fait cette question à l'épouse de Vladimir, elle a répondu comme ça. Bon, c'est vraiment drôle, vous savez. Tant de gens nous demandent pourquoi nous ne nous révoltons pas contre le régime. Puis les mêmes personnes nous demandent pourquoi nous rentrons en Russie en étant sûrs de finir en prison. Jean, tu le sais, tu sais bien, nous jugeons souvent un petit peu à distance et un peu trop en termes quantitatifs et inspirés par des purs calculs géopolitiques. Très loin de cette attention à la responsabilité et à la liberté de laquelle je parlais à quelques instants, et à laquelle le pape nous appelle plutôt. Les chiffres. Il faut regarder les chiffres. Comme je l'ai déjà dit, les opposants ne sont certainement pas la majorité. Mais nous savons aujourd'hui qu'il y a en Russie pas moins de 20 000 personnes soumises à diverses formes de répression, 20 000 personnes, pour répression pour leur opposition à la guerre. Ce n'est pas beaucoup, c'est évident, par rapport à 140 millions d'habitants, mais c'est un chiffre, en tout cas, énorme. Énorme en quel sens? Regardez un petit peu, il faut regarder l'histoire. Et revenons à 25 août de 1968, 4 jours après l'invasion de la Tchécoslovaquie. Il y avait, ce jour-là, 8 personnes, qui ont protesté sur la place rouge contre l'invasion de la Tchécoslovaquie. Ces 8 personnes ont changé l'histoire. Comme l'a dit un opposant polonais, ces 8 personnes ont racheté l'honneur d'un pays de 200 millions d'habitants et ont montré une voie. Donc, il faut regarder les chiffres, mais regardant l'histoire et rappelant l'histoire. Alors, il avait seulement 8 personnes. Ils ont changé l'histoire. Aujourd'hui, c'est tout à fait différent. Encore,
la responsabilité personnelle. Lorsque excusez-moi, lorsque nous demandions, par exemple, au président Havel, qui, avant de devenir le premier président de la Tchécoslovaquie post-communiste, avait été un dissident et qui, pendant de longues périodes, était en prison. La question classique que nous posions au président Havel, nous, jeunes étudiants ou les journalistes aussi, c'était « Que pouvons-nous faire pour vous ?» Et il répondait un petit peu taquinant « Merci pour tout ce que vous faites pour nous sortir de prison. Continuez et faites encore plus. Mais la question n'est pas de savoir ce que vous pouvez faire pour nous, mais ce que nous pouvons faire ensemble. » Bon, le problème, c'est ça. Comme il y avait encore, on peut dire, dans ces années-là, il y avait, dans cette époque, c'était les années 70, il y avait de nombreux slogans pacifistes, comme il y en a aujourd'hui. Un de ces slogans disait « Mieux vaut être rouge que mort ». Alors, le dissident Havel ajoutait immédiatement et disait comme ça, une vie qui n'a pas la volonté de se sacrifier pour ce qui lui donne un sens ne vaut pas la peine d'être vécue. Donc, mieux vaut être rouge que mort. Mais sans l'horizon du sacrifice, jusqu'au sacrifice suprême, tout sacrifice n'a pas de sens. Rien ne vaut rien. Rien ne signifie rien. Il en résulte une philosophie du déni absolu de notre humanité. C'est le nihilisme qui nous occupe aujourd'hui. C'est le déni absolu de notre humanité et en particulier de notre humanité commune. Le cœur de la contestation du mouvement de dissidents dans tous les pays de l'Est avait consisté au contraire en la redécouverte de cette conscience d'une humanité commune qui ne pouvait être niée à personne, pas même au bourreau. Voilà, je pense, la signification de l'idée de surmonter la dialectique de Chaperon Rouge. Il y a un fond commun d'humanité qu'on ne peut pas nier à personne et qui avait permis, à l'époque du samizdat, de dissidence, avait permis une sortie du totalitarisme, sans effusion de sang, une sortie du système soviétique sans violence. Il faut comprendre jusqu'au fond, il s'agissait d'un système où la violence était une violence systémique. Et on est sorti de ce système sans violence. Je pense exactement au nom du fait que si chacun portait des responsabilités personnelles et précises, différentes, tous étaient, en tout cas, identiquement humaines. Je pense que le défi que la guerre nous pose aujourd'hui est exactement le défi
qui a été surmonté à l'époque du dissentiment. Merci beaucoup, Adriano. J'aurais peut-être encore une question, mais je pense qu'il est temps de donner la parole un petit peu aux personnes qui sont avec nous dans la salle. Peut-être que vous avez des questions ou pour justement chercher de comprendre mieux ce que nous a dit Adriano Dell'Asta maintenant. En tout cas, moi, je reste sur cette toute dernière idée que la première chose qui s'oppose à tout totalitarisme, c'est la personne. C'est la conscience que chacun peut avoir. Et je pense que c'est un peu ça aussi que Václav Havel, en quelque sorte, nous disait, ce que nous pouvons faire ensemble, c'est-à-dire chacun de nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui veut poser une question, qui voudrait comprendre mieux certaines choses qui ont été dites ce soir? Ou sinon, tant que vous y pensez, si personne n'ouvre son micro, moi je pose encore une dernière question. Il y a des questions? Daniela. Non, je pensais que tu voulais ouvrir ton micro pour poser une question. Non, non, ok. Alors, quelqu'un a ouvert son micro? Non. Ah oui, vas-y, Marie. Bernardo, ouvre ton micro seulement, hein. Le micro est fermé. Voilà, on y arrive. Merci. Donc, moi, je me demandais, suite à la question initiale, donc pourquoi cette guerre? Donc, Adriano Dell'Asta, il a parlé de ce Ruski Mir, ce plan hégémonique, mais est-ce que ça explique qu'on démarre une guerre militaire contre un autre pays voisin de cette façon-là? Donc, cette idéologie, elle existe déjà, ce plan hégémonique, je pense aussi. Pourquoi maintenant la guerre contre l'Ukraine et pas contre quelqu'un d'autre? Alors, on peut essayer de répondre comme ça, parce que Poutine ne peut tolérer l'existence d'un pays qui vient de l'Union soviétique, donc qui a une structure, une éducation, une habitude, etc., comme tous les pays qui appartenaient à l'Union soviétique. Il ne peut pas tolérer que dans ces pays, on cherche de construire une démocratie, c'est-à-dire un système tout à fait différent, et que, avec tous les limites, ce tentative peut porter à bon. Alors, l'Ukraine n'est pas le paradis en terre, mais il cherche de faire une chose comme ça. Et alors, je pense que c'est dangereux pour la Russie, pour le pouvoir russe, voir que cette tentative peut avoir de la chance, peut avoir succès. C'est une des motivations. Hein. Et encore, on peut joindre la situation classique, c'est-à-dire lorsqu'un pays a des difficultés à son intérieur, il cherche l'ennemi extérieur pour avoir un petit peu de tranquillité à l'intérieur. La situation économique et politique en Russie, c'est très difficile. Hein. Nous, en Occident, ne parlons pas des choses comme ça, mais la crise économique est incroyable, était incroyable, et la situation antérieure de l'opposition aussi, c'était très difficile. Donc, il y a un petit peu cette peur d'une exportation des révolutions oranges, comme on dit. Quelqu'un d'autre?
Euh, une question qui concerne la situation qu'on voit maintenant. Apparemment, je crois que c'est assez évident, Poutine ne peut pas gagner la guerre, il ne peut pas conquérir l'Ukraine. On peut supposer que l'Ukraine ne va pas non plus conquérir Moscou. Qu'est-ce qui est l'avenir possible est-ce que la situation est tellement bloquée qu'on va partir dans une guerre des tranchées pendant des années? Bon, je ne sais pas. Je pense que personne ne peut répondre à cette question. C'est difficile. Et je suis d'accord avec vous qu'une solution militaire, bon, c'est difficile. On peut penser que la situation intérieure va changer, c'est-à-dire que les gens à l'intérieur de la Russie peuvent dire que, bon, c'est pas possible de continuer, mais cette réponse aussi, c'est difficile parce que ça peut être le cas de Moscou, de Saint-Pétersbourg, mais la province russe, personne ne la connaît jusqu'au fond. Donc, je pense qu'il faut essayer de créer des espaces dans lesquels quelque chose peut venir. Le miracle n'est pas quelque chose qui vient sans la collaboration de l'homme. Il faut collaborer pour créer des espaces. Il faut collaborer pour chercher de montrer que c'est pas vrai que l'Occident est tout à fait contraire à la Russie, etc. C'est difficile. C'est difficile. En tout cas, il faut essayer de créer des espaces, mais sans illusion, sans se dire bon, ça va finir, c'est passé comme si rien n'était succédé. Donc. Pour continuer sur la question de Patrice, justement, moi, j'arrive plus à suivre sur les buts avoués de la Russie. Au début, le premier but, c'était changer le pouvoir en Ukraine, donc mettre quelqu'un, on va dire, à la solde de la Russie ou quelqu'un qui aurait favorisé les rapports avec la Russie. Ça, c'était le premier but déclaré, hein. Comme les Américains ont fait en Irak, en Éthiopie, etc. Enfin, en Libye, je voulais dire. Ils rentrent, on change le pouvoir et puis on essaye de repartir après. Et on a instauré une grande démocratie, hein, magnifique en Irak, par exemple. Et donc, ma question est, après, maintenant, c'est quoi les buts? Qu'est-ce qui pourrait quand même dire, OK, on a rejoint nos buts, donc on arrête, on va dire. Qu'est-ce que ça pourrait être? Bon, si nous regardons la situation maintenant, on peut dire que ce que Poutine cherchait, il a obtenu tout à fait le contraire. Il voulait démilitariser l'Ukraine. Il a réussi à former une Ukraine avec une armée puissante. Il voulait tenir lointaine l'OTAN, et l'OTAN maintenant est dans tous les limites, les confins de la Russie. Donc, il a obtenu exactement le contraire de ce qu'il cherchait. Et nous, il ne faut pas oublier aussi une autre chose. Lorsque on a eu l'élection de Zelensky, beaucoup de gens avaient des doutes, avaient des doutes parce que Zelensky était considéré un président philo-russe. Bon, donc, et Poutine aussi a réussi à transformer un président qui tout le monde considérait philo-russe en Zelensky qui a fait comme ça. Hein. Alors, je pense, Jeanne, je pense qu'il faut, dans ce cas aussi, revenir à la réalité. La réalité, par exemple, Zelensky, il est russophone, il est hébreu, donc Juif.
juifs, excuse-moi. Donc, regardez, il faut revenir à la réalité. La réalité est plus grande de ce que nous pouvons voir à la surface. Il faut regarder la réalité comme quelque chose de plus grand. Peut-être, si nous avons cette humilité, pourrons trouver quelque chose, quelque voie. Aussi dans l'histoire, et dans la réalité des autres pays, aussi dans la Russie, aussi dans la Biélorusse. Il y a des mouvements d'opposition dans ces pays. Il faut peut-être les aider parce que c'est une lutte commune. Si nous pensons, par exemple, à ceux qui font les gens des mémorials, c'est-à-dire en nous rappelant une histoire où, si l'on regardait seulement la surface, bon, le mal était le triomphe, c'était le triomphe du mal. Tandis que nous voyons maintenant qu'on peut regarder le mal, on peut regarder l'histoire de cette folie qui a été le système soviétique, et nous voyons qu'il était possible en sortir. Je peux poser une question? Oui. Adriano, je voudrais reprendre la citation de Václav Havel qui a répondu: ce qui compte, c'est ce que nous pouvons faire ensemble. Donc, si tu veux, je crois que l'inquiétude ou la curiosité ou le désir de beaucoup, c'est de comprendre. D'une part, tu nous as expliqué comment il y avait effectivement une opposition, une résistance en Russie. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? De quelle façon on pourrait, non pas simplement le savoir, mais est-ce qu'on peut agir solidairement ensemble? Quelles seraient les voies? Alors, bon, je pense qu'une première chose, c'est qu'il faut penser des choses nouvelles parce que la situation a changé. Mais en tout cas, la première chose, c'est de revenir à la réalité. Je le répète chaque instant, chaque moment, parce que revenir à la réalité signifie comprendre que la première place est de la personne. Ce n'est pas la géopolitique. Si nous parlons continuellement de la géopolitique, qui est intéressant, je le dis, mais il faut parler avant tout de la personne et de sa dignité et de sa liberté qui personne ne peut nier. Il faut respecter la réalité des personnes. Donc, c'est la première chose qu'il faut faire. Encore, c'est qu'on peut faire ensemble. Par exemple, il y a des prisonniers politiques. Il faut se rappeler des prisonniers politiques et chercher de faire quelque chose pour les aider, en tout cas pour faire comprendre qu'ils ne sont pas oubliés. Ces choses peuvent avoir des résultats. Je ne sais pas. Je ne sais pas parce que la situation a changé. Au temps de l'Union soviétique, cette chose avait des résultats. Nous le savons maintenant. Aujourd'hui, la situation, c'est tout à fait différent. Mais je sais que ces choses, si nous faisons des choses comme ça, nous changeons. Nous pouvons comprendre que la responsabilité a une signification pour nous. Et nous pouvons devenir tout à fait différents dans notre société, dans nos sociétés. C'est la chose que nous pouvons faire. Ne pas oublier et nous dire que nous pouvons faire quelque chose. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Il faut chercher des voies nouvelles. Ensemble.
Et par exemple, moi, je me souviens qu'il y a, je sais pas, 30 ans, 40 ans, on écrivait, il y avait des sortes de bottins avec sur chaque page un modèle en cyrillique pour écrire à des prisonniers qui étaient au goulag. Et on se mettait ensemble, on envoyait nos cartes par, par lettre commentée. Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des choses concrètement comme ça? Marie-Michel, on pourrait penser des choses comme ça. Il faut voir si ça peut être utile ou non. Mais c'est une chose que nous avons fait et a donné des Et résultats qui nous savons. Hein. Une amitié et un respect profond. Et nous a montré que le cœur de l'homme est toujours le même. Je ne sais pas si c'est peut-être encore, si on peut répéter encore une chose comme ça, il faut le voir. Je te dois dire qu'aujourd'hui, cet après-midi, je parlais avec des amis de cette chose. Je ne sais pas. Est-ce qu'il y a encore quelques questions? Pour ce qui vient d'être dit, j'avais lu le livre de Chaim Potok qui a écrit sur les Juifs de Russie avec tout comment dire, l'oppression qu'ils ont subie et quand ils ont essayé de demander de quitter le pays, de pouvoir aller en Israël. Et il raconte comment le fait qu'en Occident, on ne les oubliait pas, qu'on écrivait, qu'on agissait, comment c'était essentiel pour eux qui étaient en Russie et qui pendant 20 ans ont attendu un passeport. Ils existaient grâce à ce lien tout petit, tout faible avec l'Occident, non? Et peut-être que c'est une idée importante. Ouais. Merci, Patrice. Oui, je vous demande une chose. Tu m'entends, Adriano? Si? C'est Dino. Dino, oui, oui, je le vois. Ciao. Quand tu as cité Solzhenitsyn, d'ailleurs, j'aimerais bien trouver ce passage. Je trouve que quand il dit qu'on était du côté du bourreau ou du côté de la victime, il a dit par hasard. Et je trouvais que ça, c'était plus dramatique et plus profond que ce que tu as résolu par liberté. C'est-à-dire que ceux qui sont nés dans une civilisation, ceux qui sont déterminés par une pensée, ceux qui sont nés là plutôt qu'ici, c'est quelque chose qui leur échappe. Et donc, la liberté vient après. Mais d'abord, il y a le constat de ce mystère qui les a fait de telle sorte. Et ça, le hasard, c'est ce qu'il appelle hasard, c'est-à-dire quelque chose qui nous échappe et qui pourtant est là. Ça ne me semble pas la même chose que la liberté qui suppose une personne constituée. Voilà. Dis donc, c'est très intéressant. Je ne sais pas, peut-être nous disons la même chose, mais la liberté aussi, c'est un mystère. La liberté n'est pas... la liberté aussi, c'est un mystère. Berdyaev disait qu'il y a l'abîme de la liberté qui est un abîme que personne ne peut connaître. En tout cas, tu as raison. Je suis d'accord tout à fait avec toi dans une chose, c'est-à-dire lorsque nous parlons de liberté, nous ne pouvons pas penser que nous dominons la liberté. Le hasard donc a une signification qui va maintenir jusqu'au fond, c'est-à-dire notre raison, notre liberté n'ont pas tous les éléments de la situation. J'ai commencé comme ça. On ne peut pas prétendre de connaître tout, on ne peut pas prétendre d'être les seigneurs de sa liberté et aussi du monde. De ce point de vue, je suis tout à fait d'accord avec toi.
la liberté est un drame. C'est dramatique. Merci. Merci à toi. Est-ce que quelqu'un veut encore poser quelques questions? Alors, si personne ne veut poser de questions, moi, je raconte juste deux histoires pour terminer, pour comprendre. Avant tout, la Fondation Rosa Cristiana en Italie a réalisé l'année dernière une exposition en collaboration avec Memorial. Memorial qui est devenu prix Nobel pour la paix, co-prix Nobel pour la paix de cette année. Cette exposition est en train de voyager en italien partout en Italie, souvent accompagnée d'une personne de Memorial, entre autres. Et le titre de cette exposition s'appelle Être homme, homme, homme malgré tout. Hein? Et c'est l'histoire des témoignages de différentes personnes dans les camps de travail d'Union soviétique, où justement, où il y a toujours la possibilité, on ne peut pas être déterminé même par le lieu où on se trouve, on peut rester homme dans n'importe quelle situation. Je pense que c'est une leçon aussi que ce soir nous avons appris. Et la deuxième, peut-être pour relayer un petit peu ce que Patrice et Marie-Michel disaient, c'est que un des fondateurs de Memorial s'appelait Arseny Roginski. Donc voilà, Memorial a été fondé voilà 30 ans, voilà, plus de 30 ans. Et Arseny Roginski est une personne qui a été dans les camps de travail, qui a été emprisonné justement pour ses positions. Et puis il a été libéré, bien sûr, et il était une fois invité à Rosa Cristiana à une conférence. Et d'habitude, Rosa Cristiana, en plus de la conférence, leur fait voir certaines choses intéressantes. Lui, c'est aussi un juif même pas de tradition, il est juif simplement ethniquement, on va dire, mais c'est une personne en recherche. Et on l'avait amené dans un monastère dans les montagnes au sud de Bergamo. Et il rencontrait les sœurs, il dialoguait avec les sœurs. Et une des sœurs qui était là disait, mais oui, vous savez, moi, pendant toute la période soviétique, Père Romanos Calfi, le fondateur de Rosa Cristiana, nous donnait des petites images, il nous demandait de prier pour certaines personnes qui étaient dans les camps de travail. Par exemple, moi, la personne pour laquelle je priais, c'était Arseny Roginski, c'est-à-dire la personne justement qui était là devant lui tout à fait par hasard. Et il est resté choqué par cette chose-là, lui qui n'est pas chrétien, mais qu'il y ait des sœurs qui priaient pour lui. Voilà. Aujourd'hui, les personnes qui sont emprisonnées en Russie ne sont pas emprisonnées pour leur foi. Elles sont emprisonnées parce qu'ils essayent de voir la réalité et de parler de cette réalité qu'ils ont autour d'eux. Et peut-être qu'effectivement, qui sait, on pourrait repenser à cette idée de prier pour eux. Voilà, pourquoi pas. Il faudra peut-être trouver de nouvelles formes aussi, on va peut-être y penser ensemble. Alors, je voulais vraiment remercier Adriano d'avoir passé cette soirée avec nous. Et aussi je ne sais pas si on a compris plus, si on a plus d'informations, mais en tout cas, on est intéressé à connaître plus, je pense. Et surtout peut-être par la leçon que vous nous avez dite à la fin, que la réalité est plus grande de ce qu'on peut trouver à sa surface. Donc au moins, je pense qu'on termine la soirée avec une curiosité, peut-être, et de ne pas oublier ce qui est en train de se passer, et voilà, d'être curieux. Voilà, merci beaucoup Adrien, merci à vous tous qui étiez avec nous ce soir. Merci, à bientôt, j'espère, encore, chers amis. Alors, je pense qu'on peut terminer le live sur Facebook.